Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 20 juin 2025 en direct de Brive-la-Gaillarde à l'occasion de la 10e édition du Carrefour des collectivités territoriales, événement organisé par l'Association des maires du département avec l'accueil de la ville de Brive. Alors, moment important que nous avions initié il y a 2 ans déjà, rappelez-vous, moment qu'on a appelé face à face. Alors ça peut être côte à côte, selon, on verra par rapport aux thématiques abordées. Donc face à face sur la thématique être maire demain, un mandat en mutation. On l'a tous bien compris, le mandat 2020-2026 a été marqué par un certain nombre d'épreuves qui avaient débuté déjà par un contexte de crise sanitaire, crise économique, crise énergétique. Nos agents communaux comme nos élus, à plus forte raison dans les mairies, sont en première ligne par rapport à un certain nombre de demandes qui évoluent de la part des administrés. Et il nous a paru intéressant, à quelques mois des prochains scrutins municipaux de mars 2026, d'évoquer un certain nombre de questions qui auront trait au statut de l'élu local, peut-être aux finances, des thématiques aussi compliqué à éviter, je pense par exemple aux ZAN peut-être, l'urbanisme plus généralement, les modes de scrutin. Là aussi on est attendu sur le terrain par rapport à ces modifications. Et puis peut-être des problématiques sociétales. On pourrait peut-être évoquer la désertification médicale ou autre. En tout cas, le concept, je le rappelle, c'est du face à face. Donc des micros circuleront, vous me ferez des petits signes lorsque vous souhaitez poser une question. Je vous inviterai simplement à vous présenter votre mandat, fonction, commune, le cas échéant, de manière à ce qu'on puisse vous permettre d'avoir des réponses. Lesquelles réponses seront apportées? Alors, on a tenu, comme précédemment, à avoir 3 blocs principaux de répondants, des élus locaux, en particulier avec Christophe Petit, président de l'Association des maires de Corrèze, maire de l'Estar, le département avec le président Pascal Coste, ce qui nous permettra d'avoir une vision d'un échelon en plus, l'État, bien évidemment, monsieur le préfet Vincent Berton, merci de votre présence, et le Parlement dans sa totalité, au niveau territorial bien évidemment, avec d'une part le Sénat, et Daniel Chassin, sénateur, Claude Nougin, sénateur également, et en face d'eux, Frédéric Meunier, député, merci à nouveau de votre présence, et François Hollande, que nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau. Soyez le bienvenu, Monsieur le Président. Est-ce que déjà à ce stade, il y a une première question ou... Non, peut-être un petit tour de table rapide. Madame Meunier, pour... votre ressenti aujourd'hui par rapport aux élus corréziens, peut-être, pour mettre un petit peu de thermomètre dans tout ça? Alors, il fait chaud, oui. Mais ici, nous sommes bien. Vous avez une loi donc, qui va modifier votre scrutin essentiellement sur la parité. Vous voyez ici autour de la table ce qu'est déjà la parité. Bon, d'accord. Bon, elle était facile. Voilà, il y a d'autres scrutins aussi que l'on annonce. La proportionnelle, qui est un scrutin qui va être aussi très discuté et qui aboutira ou n'aboutira pas. Après, je pense que vous êtes tous déjà dans la préparation, en tout cas pour ceux qui repartent sur ces élections municipales. C'est un moment important pour un territoire, des élections municipales, parce que ça veut dire que il va y avoir ou une confirmation ou un renouveau. Et je sais que de plus en plus, il est difficile pour vous, compte tenu des baisses de dotation, des augmentations de charges que vous avez, que ce soit d'ailleurs aussi bien des municipalités que des agglomérations que le département, parce que c'est un sujet que nous abordons très souvent avec Pascal, puisque c'est mon président, en tant que conseillère départementale aussi. Et voilà, c'est une vraie inquiétude pour nous tous. Et vous allez peut-être vous dire, mais elle est à l'Assemblée nationale, elle est députée, et donc elle peut aussi avoir un impact et intervenir. Mais je vous assure que on se bat tous les 4 autour de cette table parce que nous sommes tous, ou nous avons été des élus de proximité, et nous savons ce que c'est que gérer un budget
parfois je me dis c'est dommage que l'État n'ait pas à devoir rendre un budget à l'équilibre, parce que c'est ce que nous sommes tous obligés de faire dans nos municipalités, dans nos départements, c'est un budget à l'équilibre. Et peut-être qu'on aurait moins de soucis aujourd'hui si l'État n'avait pas aussi cette obligation. Voilà, un petit peu, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, sur mon ressenti au niveau de ces élections à venir et du territoire. Mode de scrutin, on le rappelle globalement, c'est le fait de faire basculer l'intégralité des communes de France à la proportionnelle avec prime majoritaire. Mode de scrutin qui jusqu'à présent n'était applicable que dans les villes de plus de 1000 habitants et au-delà. Et aujourd'hui, on est dans 100% des communes de France avec des contraintes. Alors, contraintes techniques et juridiques qui vont avec, à savoir effectivement la parité par alternance stricte, je le rappelle, c'est une évolution aussi, un homme, une femme, un homme, une femme. Je crois qu'à l'époque on appelait ça les listes Shabada. Au Parlement, il y avait eu cette expression. Est-ce qu'on a le sentiment sur le terrain que c'est compliqué, parce que ça attire des appréhensions de la part des élus en Corrèze? Est-ce qu'au niveau de la préfecture, déjà, des maires ont peut-être des craintes par rapport à ça? Est-ce qu'au niveau de l'association départementale des maires, vous avez des demandes d'interrogation sur ce changement un peu brutal, finalement, par rapport aux habitudes antérieures? Alors nous, Association départementale des maires de la Corrèze, effectivement, on a des remontées régulières de la part de nos collègues qui s'inquiètent pas tant sur le fait de la liste unique comme ça va se mettre en place, mais surtout sur la parité, effectivement. Pour les petites communes, très petites communes, ça risque de poser des problèmes. Mais on s'adaptera. Les maires sont résilients et trouveront des solutions. Et j'espère que pour 2026, il n'y aura pas de communes qui soient dans l'incapacité de créer une liste. Merci. On m'entend là? Oui, en fait, je pense que c'est le cœur du débat. C'est finalement, est-ce qu'on va trouver suffisamment de candidats pour reprendre le défi de la conduite, de la gouvernance des communes, des 35 000 communes de France, ce qui est une situation unique en Europe. On a autant de communes en France que toute l'Europe réunie. C'est la France, cet engagement très largement bénévole des citoyens dans la gestion locale. Et la question, c'est de savoir effectivement si demain, malgré toutes les difficultés qu'on ne va pas évidemment manquer d'égrener sur les aspects financiers, la réglementation, etc., on donne envie aux gens, on donne envie aux élus de repartir et à d'autres de s'engager dans cette aventure de la gestion publique. Je crois que c'est le cœur du débat en réalité. En ce qui concerne les conséquences de la loi, on en parle beaucoup évidemment avec les élus. Il y a des points de vue qui sont divergents, certains qui s'inquiètent effectivement. Est-ce que la parité se sera facile à mettre en œuvre? Est-ce qu'on trouvera des femmes pour aller sur les listes? L'arrêt du panachage aussi. Bon, donc je pense qu'on va voir comment ça va se passer, mais moi je suis pas trop pessimiste. Je pense notamment que la parité, ça peut permettre d'élargir le vivier et peut-être aussi de désinhiber certaines autocensures ou certaines réserves à s'engager dans une aventure politique. Je pense que c'est à voir. Et l'arrêt du panachage, ça peut aussi permettre d'avoir une meilleure cohésion des équipes. C'est très bien que la clé de la réussite pour une petite commune, une commune rurale, c'est la cohésion de l'équipe municipale, c'est l'engagement de l'équipe municipale, parce que les équipes administratives sont très limitées, et donc tout repose finalement sur le maire et ses adjoints. Et le fait d'avoir des listes plus cohérentes avec l'arrêt du panachage, eh bien, peut-être que ça peut permettre d'avoir une plus grande cohésion de l'équipe municipale. C'est à voir, c'est pas encore joué, mais je pense qu'en tout cas, la loi va certainement offrir des perspectives et va réserver des surprises. Avec, on peut le souligner quand même, peut-être une vigilance particulière à avoir à l'égard notamment de la manière de comptabiliser les bulletins, puisqu'on pourra absolument plus barrer, biffer, annoter ou autre, sous peine de nullité. Donc il faudra faire œuvre de pédagogie dans nos mairies en tout cas, pour expliquer aux électeurs que non, on peut plus comme avant rajouter, supprimer. Dans le public, est-ce que cette modification du mode de scrutin appelle des observations, des appréhensions? J'ose à peine poser la question, qui compte se présenter en 2026? Mais on pourrait presque le savoir par curiosité. Mais globalement, c'est quelque chose qui vous paraît à affronter ou plutôt ça va bien se passer? On fera avec, j'entends, dans le public. Bon. On fera avec. Alors effectivement, à ceci près qu'on pourrait effectivement dire qu'auparavant c'était très démocratique de pouvoir ajouter des noms de personnes candidates, bien évidemment.
avait quand même un aléa de taille qui était qu'il n'était pas du tout gagné pour le tête de liste d'être forcément élu. On a très souvent vu des têtes de liste au panachage qui, de surcroît, étant tête de liste, étaient le plus souvent biffés et qui étaient soit pas élus maire, soit pas élus du tout. Donc, d'une certaine manière, cette possibilité, même obligation, d'avoir des candidatures affichées assure peut-être plus facilement aux candidats tête de liste d'être élus dans sa collectivité. Mode de scrutin, je pensais que ça susciterait plus d'inquiétude peut-être. Pas le danger. Alors, on attend juridiquement, j'imagine, traditionnellement, tous les 6 ans, il y a un memento des candidats aux élections municipales. Donc, premier document. Et puis, j'imagine, des circulaires d'application qui vont pouvoir nous expliquer, entre le ministère, la préfecture, les mairies, la manière dont calculer. Je vois une main qui se lève. Monsieur Dumas, soyez le bienvenu. Oui, Jean-Jacques Dumas, bon, je pense que tout le monde me connaît, le maire des Trois-Saints. Quand les textes sur la parité ont été faits, il y a un certain nombre d'années, il avait été question de mettre le seuil à 500 habitants. On a fini par le mettre à 1000, mais avant de passer à un habitant, est-ce que les parlementaires n'ont pas pensé qu'on pourrait faire une première étape à 500 habitants? Parce que la difficulté se pose pour les toutes petites communes. Elle ne se pose pas, à mon avis, pour les communes de 500-600 habitants. C'est pas là qu'est la difficulté. C'est dans les toutes petites communes qu'il y a le plus de difficultés, puisque plus la commune est petite, plus on a de conseillers municipaux en fonction de la population, en pourcentage de conseillers municipaux. Et alors j'entends tout le monde dire mais c'est très bien parce que ça permettra d'avoir des femmes. C'est pas du tout ça. Il y a des communes où il y aura beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est pas il y a des communes où il va y avoir beaucoup de femmes et où on va être obligé de chercher des hommes parce qu'il y aura trop de femmes. La parité dans les toutes petites communes, ce n'est pas... Non, c'est très sérieux ce que je dis. C'est très sérieux. On a l'impression quelquefois qu'on a affaire à des gens qui ne connaissent pas la situation des communes. Deuxième chose que je voulais dire, de toute façon, la difficulté, vous l'avez dit, la difficulté, ça va être de trouver des élus, quel que soit le mode de scrutin. La difficulté, ça va être de trouver des élus. Et moi, j'ai une conviction, mais la majorité des maires ne la partagent pas. Je vois que ceux qui sont autour de la table connaissent ma conviction. Ils pensent qu'en particulier pour les petites communes, les communes de moins de 500 habitants, il faut envisager de faire des communes nouvelles. Nous sommes dans les départements qui font le moins de communes nouvelles et je pense qu'il faut que, en particulier, les préfets aient une volonté d'essayer d'inciter la création de communes nouvelles. Mais on n'est pas du tout dans cette chose-là, parce que les préfets, ils sont comme tous les Français. Moins il y a de choses qui troublent, mieux c'est. Alors, aussitôt qu'on fait des communes nouvelles, il y a des contestations, il y a des choses. Donc, pour un préfet, c'est pas forcément une bonne chose. Merci Monsieur Dumas. Alors plusieurs éléments. Vous avez effectivement interpellé le Parlement du côté du Sénat. Daniel Chassaing, la façon dont ça s'est passé tout ça, finalement en matière de seuil. Bon, maintenant c'est voté, je dirais. Hein. Oui, en fait, trois réponses. Hein. La première, c'est vrai que pour moi, le pas avoir de panachage, ça me paraissait mieux. Parce que c'est souvent le maire qui prend un coup de crayon au moment des élections, et donc parce que c'est lui qui a pris certaines responsabilités et qui a pas été accepté par certains. Deuxièmement, au niveau des
des seuils. Moi, j'ai fait un amendement pour que au-dessous de 500 habitants, il n'y ait pas besoin de parité. Alors, dans mon intervention, c'est vrai que j'ai dit qu'on aurait, je me basais sur la Corrèze, des difficultés à trouver des femmes. Bon, mon intervention a été jugée un peu peut-être sexiste. C'est pour ça que j'ai pas eu la majorité, pas loin de la majorité. Mais au niveau des maires ruraux, je pense que les maires ruraux souhaitaient, dans la majorité, en tout cas, dans l'association, qu'il n'y ait pas de seuil. Donc, je pense que les sénateurs ont voté aussi dans certains influencés par cela. Troisième chose concernant les communes jumelées. Les communes, regroupement de communes, bon, bien sûr, moi je pense que c'est l'avenir. Alors, il faut pas que ce soit fait de façon contraignante, mais je pense que pour inciter, il faudrait peut-être, alors bien sûr, le budget de l'État est difficile, mais avoir quelques facilités dans les aides, dans la DGF, pour inciter à avoir des regroupements de communes, je suis d'accord. Les communes nouvelles, monsieur le préfet, oui. Non, simplement pour réagir à ce que disait monsieur le maire. Quand l'État a voulu faire des regroupements forcés de communes, je crois que c'était dans les années 70, la loi Marcellin, ça s'est pas bien passé du tout. Enfin, ça a été très brutal et on a été obligé derrière de revenir en arrière. Donc je crois que je crois pas qu'il y ait dans les cartons de projets législatifs, de programmes de fusion de communes autoritaires. Je crois que ça ne peut se faire que sur la base du volontariat, d'un projet des élus en concertation avec leur population, et que ça ait un sens en fait. Et donc ça ne peut se faire que très localement. Le rôle de l'État, c'est de l'accompagner, comme on l'a fait pour la commune dont vous êtes, les 3 communes dont est issue aujourd'hui la vôtre dont vous êtes le maire. Mais voilà, c'est de l'accompagnement bienveillant, autant que nécessaire, mais je crois que ça doit répondre réellement à un projet politique et un projet territorial. Ça ne peut pas être autrement. Sachant qu'en outre, on ne peut pas faire de commune nouvelle dans l'année qui précède un scrutin. Donc de toute façon, la question ne se pose pas aujourd'hui. Les communes nouvelles, est-ce que cela inspire d'autres remarques ou questions dans le public ou autour de la table ? Monsieur Hollande. Je vais revenir sur les 3 aspects qui ont été évoqués. D'abord, le panachage. Il y a encore quelques années, il y avait du panachage jusque dans les communes de 30 000 habitants. En 1977, le panachage à Tulle avait abouti à ce que la tête de liste ne soit pas élue, ce qui a d'ailleurs permis à M. Combasteil de devenir maire de Tulle. Ensuite, à partir de 82, ce seuil pour le panachage a été abaissé à 3500 habitants. Puis après à 1000. Et donc il était assez logique qu'on aille vers un système où il n'avait plus lieu d'être, pour les raisons qui ont été évoquées, où c'était souvent ceux qui en faisaient le plus qui avaient le moins de voix. Sur la parité, finalement c'est le même processus qui s'est engagé, et on a eu des listes à la parité pour les communes de plus de 3500, puis après 1000, et aujourd'hui pour toutes les communes. Ce qui aussi a été modifié, je crois aussi bien par le Sénat que par l'Assemblée nationale, c'est de dire dans des communes où on n'arrive pas à mettre 9 personnes, on peut aller jusqu'à, enfin si je puis dire, diminuer jusqu'à 7. Très franchement, si dans une commune, on n'arrive pas à trouver 7 candidats, là c'est le maire des 3-5 qui a raison. La commune n'a plus vocation à exister. Si les citoyens eux-mêmes ne veulent pas s'engager pour leur commune, 7 sur quelquefois des communes, c'est vrai, très petites. J'en conviens, hein. Il y a des communes en Corrèze qui font 30 habitants. Donc et donc 5, on peut aller même jusqu'à 5, au-dessous de 5. Sur ensuite la difficulté d'être maire, je pense qu'elle est beaucoup plus grande que dans la période où moi-même j'étais maire de Tulle. Et il y a une telle incertitude pour des candidats et a fortiori pour les candidats pour devenir maire ou pour rester maire. Incertitude financière, que vont être les prochains budgets. Incertitude réglementaire ou législative.
Incertitude aussi par rapport aux questions climatiques. Jusqu'où ces questions-là vont perturber la vie des communes. Et puis incertitude dans le rapport entre les citoyens et les élus, qui sont devenus plus exigeants, pour ne pas dire parfois plus violents. Et donc c'est devant ces incertitudes, je ne parle pas celle du monde, je parle de l'incertitude simplement d'une gestion locale, que des maires finissent par être fatigués. Moi, ce qui m'a frappé ces derniers mois, c'est que des maires sont venus me voir. Je ne parle pas des maires simplement du département, des maires de toute la France. Je veux dire, voilà, on est à la fois passionné par ce que l'on fait, mais on est fatigué. Et c'est ça le risque, c'est pas simplement qu'on ne trouvera pas de candidats, il y a toujours des candidats, mais que les maires qui sont en place en ont peut-être assez d'avoir un fardeau qui devient extrêmement lourd. Et l'aspect financier n'est pas le seul. Il y a un aspect psychologique et un aspect politique qui vient s'ajouter. Ce sentiment de fatigue des maires, c'est quelque chose qu'au niveau de l'association départementale, on ressent en Corrèze? On la ressent, comme vient de dire Monsieur le Président, on le ressent à notre niveau départemental. Il se rajoute aussi de plus en plus d'incivilité envers les maires, envers les élus. Incivilité, qu'elle soit verbale, physique même. Bon, heureusement, c'est assez rare sur notre département, mais il passe pas une semaine sans que nous, à l'association des maires, on ait un maire qui nous appelle en disant « j'ai été victime d'incivilité ». Donc ça aussi, c'est un élément qui va faire que certains d'entre nous n'envisagent pas de se représenter. Je me tourne du côté du public, je vois 2, 3 mains qui se lèvent. 1, 2, 3. Je ne vous oublie pas. Monsieur Rénal. Merci. Je voudrais d'abord remercier et féliciter le président de cette association départementale d'avoir réuni cet après-midi, c'est rare et ça mérite d'être souligné, les 4 parlementaires de la Corrèze, les 2 députés et 2 sénateurs autour de monsieur le préfet et du président du département. C'est une chance extraordinaire que nous avons de pouvoir nous exprimer et de souhaiter des lendemains. Alors j'ai bien compris que les communes, c'est pas pour demain. Les vieux maires dont je fais partie en âge, mais jeunes en activité, se posent les questions. Il est clair que si je devais repartir en 2026, ce serait... Alors il paraît qu'on a 7 ans, je ne sais pas si on est au courant, il paraît qu'on a 7 ans, donc on nous donne une année de plus pour réfléchir. C'est bien. Pour agir, dit-on en plateau. Excusez-moi, j'ai dit réfléchir et agir. Si je devais me représenter à Astaillac, ma question, ce qui serait une surprise, merci Monsieur le Président, ma question serait honnêtement de dire, est-ce que je vais reprendre 7 ans pour laisser ma commune dans l'état actuel? Honnêtement, non. Si je dois me représenter, c'est pour travailler pendant 3 ans, 3 ans et demi sur l'avenir de ma commune et de dire avec qui tu peux te marier. Alors je suis habitué, il vaut mieux se marier avec un riche qu'un pauvre. C'est mon expérience personnelle. Mais si je devais me marier à Astaillac, c'est clair que ce serait avec Beaulieu. Si Beaulieu me veut. Si le maire actuel devait être conduit, si c'en est un autre, j'arrête tout. Mais si pendant 3 ans et demi, je forme mes administrés en leur disant, et je remercie Monsieur le Préfet d'avoir dit que maintenant nous sommes plus forcés. Cette force à l'époque nous énervait et nous contrariait. Mais maintenant, volontairement, si le maire de Beaulieu, au bout de 3 ans, 3 ans et demi, en ayant bien préparé les administrés d'Astaillac, en se disant, nous allons nous marier avec des riches. Beaulieu est une commune riche par rapport à nous. Je remercie, je ne sais pas si le maire est là, mais je sais qu'il va nous apporter des crédits fabuleux. Et là, j'aurais bien travaillé, parce que je deviendrai pendant 3 ans et demi, je deviendrai maire délégué d'Astaillac, dans la nouvelle commune de Beaulieu, et je dirais que j'ai fait mon travail pour l'avenir d'Astaillac. Parce que Astaillac, sans moi, en 2026 plus 7, ça fait 33.
qu'est-ce que ça fera si je suis pas mort avant? Qu'est-ce que ça fera? Tandis que si j'ai marié ma commune, j'estime que je l'aurais sauvée. Et ma réflexion, elle est là. Si je repars en 2026, ça sera pour un mariage, parce que j'en ai marre du célibat. Merci. Alors, sans chercher des témoins pour ce mariage autour du plateau, l'année supplémentaire dont il est fait état, on a des infos là-dessus? On partirait sur 7 ans, effectivement, de... Voilà, des prochaines. C'est déjà arrivé en 2001, c'était un mandat de 7 ans jusqu'en 2008, parce qu'il ne peut pas y avoir de chevauchement entre deux grandes élections. Donc il est clair que, sans qu'on en sache la date précise, mais ça sera un mandat de 7 ans. Il y a déjà eu un mandat de 7 ans, je le rappelle, pour les conseillers départementaux et les conseillers régionaux. Oui. Ce qui n'est d'ailleurs pas très démocratique quand on y réfléchit, parce que 7 ans c'est long. Si on a fait le quinquennat, c'est pour justement raccourcir la durée des mandats. Et là, on a des mandats locaux qui sont particulièrement longs, 7 ans. Et c'est vrai que ça peut poser un certain nombre de questions pour les maires qui craignent de s'engager pour aussi longtemps. Enfin, il y a une différence quand même entre ce qui s'est fait là sur le mandat des conseillers régionaux, qui savaient qu'on était sur un mandat de 7 ans, parce que le calendrier des présidentielles était fait, et là, c'est pas le cas pour le mandat des... On suppute. Mais si le président de la République avait la bonne idée de démissionner avant le terme, ça change le calendrier. Pour le coup, des régionales qui pourraient passer à 8 ans. Non, mais... Je rigole. Mais pour le sujet... Voilà. Mais c'est pas écrit que ça soit 7 ans. Il y a toutes les chances. Mais le calendrier des élections nous a valu quelques surprises ces derniers temps. Nous suivrons de près le journal officiel pour voir effectivement ce qu'il en est. Dans le public, une deuxième question, monsieur. Oui, bonjour. Philippe Brugère, donc le maire de Meymac, qui est le président de l'association des maires ruraux de la Corrèze. Donc pour revenir un peu sur ces histoires de parité, c'est vrai que ça a été quand même une demande constante et répétée de l'ensemble des deux associations de maires, donc ça ne faisait pas débat à ce moment-là, et je crois que toutes les craintes légitimes, hein, peut-être, mais je pense qu'elles ne sont pas fondées, et on s'apercevra au mois d'avril que tous les villages seront dotés d'un conseil municipal ad hoc. Je voulais revenir sur plutôt ce que François Hollande abordait tout à l'heure sur la lourdeur de la tâche, parce que c'est vrai que ça peut décourager. D'ailleurs, on a vu qu'il y a sur cette mandature une démission qu'on n'avait jamais connue de maires. 2200 maires, plus de 2200 maires ont démissionné en cours de mandat, ça s'était jamais vu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les élus locaux ont sur les épaules le poids d'une responsabilité qui est considérable, accrue, mais surtout, ils font face à une complexité administrative, à une lourdeur des procédures. Ça demande une énergie, mais absolument considérable, pour faire avancer nos dossiers. Et je crois que c'est ça aussi qui... enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent nos élus nationaux, mais on parle toujours de simplification, etc. Et on voit pas grand-chose aller dans ce sens-là. Au contraire, on a toujours un peu plus sur les épaules. Et je crois que c'est un sujet dont il faut s'emparer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, voilà. La complexité juridique, alors souvent on parle aussi des logorées normatives, etc., et administratives. Alors ça me fait penser notamment à l'un des sujets qui fait grincer quelques dents aujourd'hui. Je pense aux ZAN, au zéro artificialisation nette, texte qui a beaucoup de contraintes en matière de projets, de foncier, de bâti, etc., qui, on va pas revenir sur l'histoire, hein. Les SRADET ont été modifiés, les PLU vont être modifiés, et voilà que l'on propose quasiment simultanément deux projets de texte, un projet de loi Trace, qui prévoit finalement de faire 2 pas en arrière après avoir fait un pas en avant, et un autre projet dit notamment de simplification qui prévoit également de modifier finalement ce qui semblait avoir été acté en matière de réduction de l'artificialisation.
Sur ce thème du ZAN, je vois Claude Nougin. Oui, merci. Juste un mot avant pour revenir sur le scrutin municipal du printemps prochain. Pour ma part, j'ai voté contre cette réforme qui était demandée par l'Association des maires ruraux et qui nous était arrivée d'abord au Sénat avant d'aller à l'Assemblée. Pour une raison très simple, parce que j'avais beaucoup hésité. Mais c'était la date de 2026. Parce que il y avait à l'époque des règles un petit peu républicaines qui ne sont pas des lois, mais il fallait au moins 1 an pour qu'une loi soit votée pour modifier un mode de scrutin, donc 1 an avant le scrutin. Alors là, on a fait fi de cette tradition républicaine, puisque à moins d'1 an, on a modifié les règles du jeu. Et je l'aurais voté bien volontiers si ça avait été pour 2032 ou 33, mais pas pour 2026, parce qu'il fallait quand même que certaines personnes, dans certaines municipalités, on puisse s'organiser et préparer les choses. Pareil pour la loi PLM, j'ai voté contre également, puisque la loi Paris-Lyon-Marseille, donc n'est même pas votée, je crois, à l'Assemblée, et donc elle s'applique au mois de mars. C'est un peu curieux, c'est pas ce qui se pratiquait. Alors maintenant, pour répondre à votre question au niveau du ZAN, bon, il est vrai quand cette loi a été votée en 2021 sous l'ancienne majorité absolue, avec enthousiasme d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de parlementaires qui ne sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient, tout simplement. Parce que c'est une loi qui ne vient pas du Parlement, elle ne vient pas du gouvernement, elle ne vient pas de l'administration centrale. Le président de la République avait dit on va faire une convention citoyenne, avec je ne sais plus combien de personnes, 100 peut-être, et semble-t-il, et paraît-il, tiré au sort. Je me demande s'il n'y a pas eu un trucage sur le tirage au sort, parce qu'ils avaient tous la même idée, l'écologie punitive. Bon. Et il s'est engagé à respecter les décisions de la Convention citoyenne. Et sur la centaine de propositions, il y en a 3 qu'il avait refusées, à juste titre d'ailleurs, mais les autres, il les a acceptées. Et c'est ce texte qui est parti au Parlement, surtout à l'Assemblée nationale, où il y a eu ce vote majoritaire et enthousiaste, et on ne s'est pas rendu compte de ce qui allait se passer. Quand j'en parlais, quand je rencontrais les élus corréziens, les maires et les élus municipaux, je leur parlais d'un certain nombre de choses, notamment les ZFE dans cette loi climat, et le ZAN, etc. Et je leur disais, mais c'est voté, on peut plus rien faire. Et ils me disaient, mais c'est pas faisable. Les maires corréziens me disaient, mais c'est pas applicable. Alors, il semblerait qu'ils aient eu raison déjà pour les ZFE, puisque l'Assemblée nationale dans une loi dite de simplification, que moi j'appelle une loi fourre-tout, c'était la suppression des ZFE. C'est vrai que ça aurait été très compliqué. Pareil pour le ZAN. Bon, maintenant tout le monde sait ce que c'est, mais il a fallu l'expliquer parce qu'en 2021, on me disait, mais c'est quoi ce truc-là? On ne sait pas. Eh bien, aujourd'hui, on veut le modifier. Et je pense qu'il faut le modifier. Alors, l'Assemblée nationale, dans cette loi donc qui a été votée cette semaine, je crois, de simplification, c'est mardi prochain. Ah non, je crois qu'elle avait été votée. Bon. Eh bien, les ZFE sont supprimés, mais il y a eu aussi, disons, quelques articles du ZAN qui ont été modifiés. Mais nous, au Sénat, on a voté à une assez large majorité la loi Trace. La loi Trace, donc, dont l'auteur est mon collègue notre collègue sénateur Jean-Baptiste Blanc. Et je l'avais invité à venir, et beaucoup de maires l'ont écouté quand il a été reçu donc à Marbeau, et Pascal Coste l'avait donc nous avait prêté cet amphithéâtre de Marbeau pour l'écouter. C'était avant le vote du Sénat, mais elle a été votée à une majorité assez large. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne remet pas en cause les objectifs. Tout simplement, elle assouplit. Et je pense que c'est faire preuve d'intelligence, assouplir les choses. Le quota de moins 50% pour 2031 a été retardé ou peut être modifié. Et puis tenir compte d'une chose qui est quand même du bon sens, c'est la territorialité du ZAN. Pourquoi dans l'Essonne ou les Yvelines, on applique la même chose qu'en Corrèze?
c'est pas pareil. Les sols ne sont pas artificialisés de la même façon. À Dunkerque et à Tulle. C'est différent. Donc, tout ça est remis en cause. Bon, je crois que le gouvernement actuellement freine les cas de fer pour qu'elle n'arrive pas, cette loi trace, au Sénat. À l'Assemblée, pardon. À l'Assemblée. Peut-être qu'elle arrivera à la rentrée parlementaire, mais je pense qu'elle est très utile. Et j'engage nos 2 députés de Corrèze à la regarder avec bienveillance et bien sûr la voter. Merci, monsieur le sénateur. Alors justement, du côté de l'Assemblée nationale. Voilà, de Frédéric l'Assemblée, Monnier. en complément de ce que dit monsieur Nougin, en effet, la loi Trace est annoncée à l'Assemblée, mais aucune date n'est fixée. On l'aura pas à la rentrée, peut-être la rentrée de l'année prochaine. Il n'y a aucune date. Et c'est vrai que le gouvernement freine des 4 pattes pour pouvoir l'inscrire à l'Assemblée. C'est pour ça que sur la loi de simplification économique, nous essayons, à travers quelques amendements, de modifier le ZAN. Par exemple, nous avons voté un amendement qui est passé à 3 voix pour, dans le cadre des collectivités, sur les projets structurants, il n'y aura plus de soumission à la loi ZAN. Vous pourrez, vous les collectivités, faire des projets structurants dans les zones artisanales, dans les zones économiques, sans être soumis à la loi ZAN. Alors, on vient nous critiquer et on nous dit, mais la loi Trace arrive, donc pourquoi vous faites ça? Sauf que la loi Trace n'est pas inscrite à l'Assemblée nationale. On peut quand même légitimement penser qu'un seul des 2 textes aboutira au final. Peut-être pas... Comment ça va se passer concrètement? Pardon, je vous laisse la parole. Mais la loi sur la simplification vient en vote mardi à l'Assemblée nationale. François Hollande, pour compléter. Bon, je n'apprendrai rien à personne, mais il y a une certaine confusion dans notre vie politique et administrative depuis plusieurs mois. Comme l'a dit le sénateur, avant même qu'il y ait une majorité éclatée, il y avait une majorité absolue qui faisait qu'on votait des textes qui n'étaient pas ceux du gouvernement ni du Parlement. C'était déjà étrange. Mais là, il y a plusieurs textes qui émanent soit de l'Assemblée nationale, soit du Sénat sur le même sujet. On pourra parler plus tard des déserts médicaux. Et donc, des textes sont utilisés, par exemple la simplification, pour remettre en cause les ZFE, ce qui n'était pas l'objet du texte. Et puis, d'autres textes qui pouvaient avoir une initiative parlementaire au Sénat et porter sur les ZAN, finalement, ne sont pas retenus par le gouvernement pour être inscrits à l'ordre du jour. Donc, ce que, tout à l'heure, il était dit de la lourdeur, de la complexité, qui était généralement ce que produisait le Parlement et le gouvernement dans une période normale, c'est devenu une complexité et une confusion supplémentaire dans une période anormale. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que la meilleure des méthodes, ça serait quand même que le gouvernement reprenne son texte, un texte, et corrige ce qu'il y a lieu de corriger sur les ZFE et sur les ZAN. Alors, comme ça va pas forcément être le cas, c'est la commission, pardon de rentrer dans ce détail, c'est la commission mixte paritaire, c'est-à-dire des sénateurs et des députés qui vont se réunir sur le texte de la simplification économique et qui vont tâcher de trouver les corrections nécessaires sans remettre en cause les fondements même des politiques qui étaient espérées pour lutter contre le réchauffement climatique ou contre un certain nombre d'occupations de sols qui n'étaient pas souhaitables. Bon, pendant quelques mois, on va vivre dans ce contexte-là. Et il faut faire le pari de l'intelligence des parlementaires, et c'est pas gagné. Dont on peut espérer un travail, vous disiez, au travers d'une commission mixte paritaire, on le rappelle, qui comporte quelques députés, quelques sénateurs, charge pour ces parlementaires de se mettre d'accord autour d'un projet consensuel qui sera soumis à l'approbation et du Sénat et de l'Assemblée. Sur le ZAN, globalement autour du plateau ou dans le public? Non, j'oublie personne, n'hésitez pas si vraiment il manque des... non, simplement peut-être... Monsieur le préfet, pardon. Une petite précision plus locale, plus corrézienne. C'est que derrière la question du ZAN, il y a d'abord la réalité corrézienne qui est la présence d'un espace naturel agricole extrêmement riche, étendu,
avec des vraies possibilités, c'est une richesse pour la Corrèze, et je pense que c'est une richesse qu'il faut préserver. Et c'est un souci pour les agriculteurs. À l'époque, il va y avoir beaucoup de transmissions d'exploitation à faire, que d'avoir la garantie qu'ils pourront bénéficier de terres, qu'ils pourront acheter ou louer des terres. Donc il y a cet enjeu-là très spécifique en Corrèze auquel on doit être attentif, que ce soit État ou également collectivités locales. Il y a des collectivités qui travaillent sur leur PLU actuellement. C'est pas toujours simple, mais c'est méritoire, c'est courageux, je le salue. Et je pense qu'on peut effectivement pas attendre l'évolution des délibérations parisiennes législatives, enfin dans le contexte qui vient d'être rappelé, pour avancer sur la maîtrise par les élus de leur urbanisme. Parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est de pouvoir piloter l'urbanisme localement, ne pas être soumis au RNU et pouvoir réellement conduire des projets. Voilà, donc c'est pas en contradiction avec ce qui vient d'être dit sur le contexte national, mais c'est aussi dire qu'il y a des enjeux locaux maintenant, immédiats, et sur lesquels il faut travailler. Et simplement pour terminer, excusez-moi, je tourne la parole, mais je reviens sur ce que disait Philippe Brugère et aussi François Hollande sur l'état des maires et parfois la lassitude. C'est une réalité. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu un nombre de démissions de maires, d'élus sur cette mandature très important. Le président disait hier que ça a été un mandat de résilience plus que de projet. Et c'est vrai, c'est ce qui a été vécu. Bon, il y a actuellement un projet de loi qui est en cours sur le statut de l'élu, le statut du maire. Je pense que c'est très important. La rémunération, la formation des élus, leur protection, la protection contre l'insécurité, contre l'incertitude juridique, la conciliation avec le travail, etc. Enfin, je crois que c'est aussi quelque chose qui doit être souligné, qui me semble très important. Merci, monsieur le préfet. Pascal Coste, vous vouliez réagir? J'avais deux points. Un, par rapport à ce que vient de dire monsieur le préfet. Oui, il y a eu quelques démissions. Mais je pense que c'est aussi lié à l'évolution de la population de nos communes qui a beaucoup changé ces derniers temps, plus que peut-être sur les périodes antérieures, et qui fait que les conseils municipaux se sont quand même élargis dans aussi la difficulté de trouver la dernière fois des candidats, hein, c'était pas que lié à cette fois-ci, à beaucoup de nouveaux aussi, avec une vision aussi de leur commune qui est différente aussi de ceux qui avaient peut-être l'habitude d'être là. Mais ce que l'on a vu dans tous les cas de figure, hein, jusqu'à aujourd'hui, c'est que tous les maires sortants ont été confortés lors des réélections, quelle que soit leur sensibilité. Donc, ou plutôt que les listes qu'ils soutenaient ont été toutes confortées. Donc ça veut quand même dire que nos concitoyens, ils veulent à l'espace communal peut-être une quiétude qu'il n'y a pas et que nos parlementaires nous expriment bien et que l'on voit tous les jours à l'Assemblée ou dans d'autres instances. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'avec Bernard Combe et avec l'ensemble des collègues, on essaie d'apaiser aussi le débat départemental, hein, de l'Assemblée départementale. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais je pense qu'il y a des façons aussi de faire qui sont importantes pour permettre justement des espaces de dialogue et d'échange beaucoup plus forts. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est aussi attendu de nos concitoyens. Et ensuite, le deuxième sujet, c'était par rapport aux deux changements de pied législatifs qui sont un en cours et l'autre qui est adopté. Sur l'eau, notamment avec maintenant, par exemple, sur le 12e programme de l'Agence de l'eau, on va modifier au mois de juillet les règles pour que les aides ne soient pas uniquement liées à ceux qui sont en intercommunalité, mais pour retrouver la bonne échelle d'aide aux autres. Donc, par parallélisme des formes, je suppose que si demain, et ça c'est une question qui va certainement intéresser beaucoup d'élus ici parce qu'ils sont confrontés à cela, qui révisent les SCOT ou qui vont avoir qui ont des PLU en cours de révision ou en cours de construction. Et peut-être une question plus à monsieur le préfet, c'est si demain la loi elle va au bout, elle fait le tour complet dans l'idée qui est celle que l'on connaît du ZAN à valeur aujourd'hui. Ça veut dire que vos services, monsieur le préfet de la direction départementale de l'agriculture, vont revoir l'exigence de surface constructive que l'on a ou pas? Parce que
Non, mais c'est un vrai sujet parce que est-ce que on a raison sur la représentation nationale est-ce que l'administration aura raison sur la décision nationale ou est-ce que effectivement on va faire parce que ça c'est une question qui va peser auprès d'un certain nombre. Moi j'avais fait une proposition en la matière qui était de dire qu'on aurait peut-être pu imaginer, mais on peut l'imaginer. Mais je vous en ai fait part. Vos prédécesseurs à la DDT comme à la préfecture, ils y étaient pas très chauds. Mais légalement, nous pourrions adopter aujourd'hui une attitude qui est de dire si demain, mettons que sur un PLU, on est à 200 hectares maximum, avec la loi ZAN telle qu'elle est et l'objectif de révision à mi-parcours. Si on est à 200 hectares, on pourrait très bien imaginer qu'à terme, eh bien, cet objectif, on le pose sur le papier, mais qu'en attendant, on ait une zone U à une durée de vie qui est celle que la loi nous donnera un jour, quoi. Parce que ça permettrait quand même de détendre pas mal de débats, quoi. Parce que ça laisserait à la fois de la souplesse, mais ça enlèverait pas l'objectif d'avoir des zones U en dur et des zones U plus modulables, quoi, ou AU plus modulables, quoi. Mais en tout cas, quelle sera l'attitude? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de vouloir arrêter les PLU. Donc, est-ce qu'ils attendent ou est-ce que... Monsieur le Préfet. Monsieur le Président, c'est une proposition très innovante, très novatrice, très originale, qu'on va étudier évidemment. Je crois en tout cas, moi j'ai deux convictions. Un, il faut pas arrêter les travaux sur les documents d'urbanisme. Je crois que ce serait vraiment une erreur de le faire. Tout ce qui a été engagé comme dépenses dans des bureaux d'études, tous les travaux préparatoires, c'est quand même des travaux de long terme. Certains sont sur des PLU depuis 10 ans. Enfin, je veux dire, il faut aller au bout des choses. C'est important. On est dans une époque aussi où les gens ont besoin de certitude. Enfin, nos conseillers ont besoin de certitude. Donc, il faut que nous et vous, élus, vous apportiez de l'assurance et de la certitude. C'est très, pour les porteurs de projets aussi, les investisseurs. C'est très important. Donc, il faut poursuivre les documents de PLU. C'est la première conviction. Deuxième conviction, nous, on doit, côté État, effectivement, être très souple. On doit être très souple, on doit apporter de la souplesse maximale. C'est ce qu'on essaye de faire avec la DDT, que je salue, qui est là, vraiment pour apporter effectivement de l'attitude, de la souplesse. Alors, ce que vous proposez est assez séduisant, je dois dire. C'est assez séduisant de dire finalement on met une zone à urbaniser jusqu'à 2031. Bon, faut on est en train d'y réfléchir, on est en train de regarder ce qu'il est possible de faire. On peut rappeler quand même que tout ce qui se passe aujourd'hui est pris en compte dans les enveloppes de réduction, hein, en matière, donc dans les futurs PLU, PLUI. Ce que l'on fait à l'heure actuelle aujourd'hui, en 2025, sera bien dans la trajectoire 21-31. Oui, tout à fait. Enfin, je crois que le débat aujourd'hui, c'est pas tellement de savoir, c'est pas l'objectif du ZAN, c'est surtout de savoir quel est son rythme et quelles sont les possibilités d'adaptation locale, notamment au sein des régions et des départements. Qu'il y ait des possibilités d'adaptation locale au niveau départemental, je pense que personne ici peut être contre. Mais c'est ça, je crois, le cœur du débat. Oui. François Hollande. Ce qu'a dit Monsieur le Préfet est important. Il faut que les procédures, faut que les PLU se poursuivent parce que c'est l'intérêt des communes et des habitants. L'incertitude, il n'y a rien de pire. Et si on reporte des projets, je pense que ce sera préjudiciable pour tous. Donc les PLU doivent être conduits jusqu'à leur terme, même si il faut de l'adaptation. Et il y a peut-être une idée qui rejoint celle de Pascal Coste et qui donnerait au préfet une faculté d'adaptation sur les documents d'urbanisme et sur l'application de la loi ZAN notamment. Je pense qu'une des évolutions pour aller dans le sens de la simplification, c'est qu'il faut déconcentrer un grand nombre de compétences auprès des préfets, sans que, bien sûr, le principe de l'égalité devant la loi soit mis en cause. Mais quand même, la logique de l'adaptation, elle est fondatrice pour un État. Et l'erreur qui a été commise, c'est de vouloir tout centraliser et notamment de tout normer. Donc il est très important qu'on donne aux préfets. De la même façon, on n'échappera pas, on parlera peut-être tout à l'heure de l'avenir des collectivités locales, mais on n'échappera pas à une nouvelle étape de décentralisation. C'est pas possible que l'État continue, c'est pas l'État d'aujourd'hui, c'est l'État d'hier, mais ça ne doit pas être l'État de demain. Il n'est pas possible que l'État continue de prétendre tout organiser et tout engager. Il y a des domaines, l'action sociale, il y a des domaines, le logement, où il faut décentraliser auprès des collectivités locales, que ce soit région, département, commune ou intercommunalité.
Donc on retient déconcentré, décentralisé, on va le réévoquer dans un instant. Il y avait une question dans le public également. Je pense que les micros circulent. 2 questions. Monsieur juste à côté de moi. C'est bon, oui, tu m'avais parlé. C'est le 26. Et monsieur après. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Jean-Luc Raquin, la petite commune de Puy-d'Arnac, conseiller municipal, 293 habitants. Je vais revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. La parité, Puy-d'Arnac, on l'a toujours connu, ça ne nous dérange pas. Là, on attend de savoir vraiment aussi les dates, parce qu'on a dit mars, est-ce que ça allait être reporté avril? On ne sait pas trop, ça. Moi, je voulais revenir juste sur un petit truc. La parité, logiquement, il n'y aura pas de problématique. Mais j'avais vu quelque chose où, effectivement, Madame le maire ou le maire, plus un adjoint qui peuvent être donc du même sexe. Mais après, a priori, la parité doit s'appliquer. C'est-à-dire que le deuxième adjoint, et là, c'est là où, pour nous, personnellement, il se peut qu'il y ait un problème. C'est que là-dessus que je vois la problématique. Donc, ma question, c'était aussi, quand il n'y a pas la parité, est-ce que la liste va être retoquée systématiquement? Ça, pour nous, ça devrait aller. Mais au niveau des adjoints, comment que ça va se passer si on ne peut pas appliquer la parité? Franchement, c'est une question... Alors, on le rappelle, la loi, effectivement, avait évolué, une loi en 2000, d'une part, et en 2007, d'autre part, pour introduire peu à peu la parité, non pas dans les fonctions électives, mais dans les fonctions exécutives locales. Et de là était née l'idée d'avoir une parité également au niveau des fonctions d'adjoints. Donc un homme, une femme parmi les fonctions exécutives d'adjoint, le sexe du premier ou de la première adjointe n'étant pas pris en compte par rapport au maire, en fait. Alors voilà. Là, le problème, c'est plus quand tu es obligé de dire à un adjoint qui veut repartir, qu'il ne le saura pas. C'est ça qu'il veut dire, en gros. Voilà, il y aura parce que la question ne se posera pas. Tu pourras pas élire, tu seras obligé d'élire des adjoints dans l'ordre du tableau, homme-femme, femme-homme, quoi. Et donc, voilà. Alors, on nous a pas dit comment on fait pour les YEL encore, mais il y a peut-être encore des possibilités d'adaptation, si tu veux, tu vois. Ce sera le rôle du préfet. C'est là, monsieur le préfet. Donc, vous avez encore des latitudes, vous voyez. Mais le vrai sujet, c'est ça. C'est quand tu es obligé de dire à un conseiller municipal pas te reprendre sur la liste parce qu'il y a le problème de la parité, ou une conseillère municipale, ou un adjoint lui dire ah ben, tu repartiras pas adjoint. Voilà. Après, il y a d'autres façons de les associer. On peut être dans un exécutif sans être adjoint en tant que tel, quoi. Voilà. Mais bon. Claude Nougin. Oui, juste pour rajouter que si en cours de route un adjoint démissionne, il peut être remplacé par un adjoint ou une adjointe. Oui. Mais... Donc la parité en cours de route peut disparaître et ce sera légal. Et ça, c'est une souplesse. Ça, bon, je voulais pas aller là, mais ça peut être là. Ça peut régler ton problème. Mais il faut trouver celle qui va démissionner, quoi. Voilà. Si tu veux régler ton problème. C'est pas le but du tout, mais. Non, mais démissionner d'adjoint, quoi. Oui, non, mais tu justement... l'élis, elle démissionne et tu réélis l'autre à la place. Mais le coup d'après, quoi. Mais bon. On dira qu'on n'est pas enregistré, on est bien d'accord, ça restera complètement entre nous. C'est la loi qui le dit. C'est la loi. Merci. Monsieur avait une question en face de moi là-bas. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-François Labat, maire de Corrèze. Moi, je voudrais revenir sur le statut de l'élu. En fin de compte, moi, si en 2013 on m'avait dit ce qui allait m'arriver, je serais peut-être resté sur mon canapé. Et je l'ai pas fait parce que je savais pas ce qu'il allait m'arriver. Mais par contre, moi, je voudrais pas qu'on reparte d'ici en disant que élu c'est dur, maire c'est dur, parce que présidente d'association c'est dur. J'ai Fabienne à côté de moi qui est présidente du TAC. Je pense qu'elle a autant de soucis au TAC qu'en étant première adjointe à Naves. Travailler cet après-midi sous 35 degrés, ça doit être très très dur.
Et donc, je laisserai ça à une éventuelle opposition dans ma commune de leur dire être élu c'est très très dur, n'y allez surtout pas et laissez-nous faire. Par contre, quand on va chercher des gens, on évite de leur dire que c'était très dur. Alors, on vend pas non plus du rêve, on leur dit quand même que il y a un peu de travail, voilà, il faut s'investir et on essaie d'être les plus performants possibles justement pour que les gens nous fassent confiance, pour aussi être réélus si on a envie de l'être, mais parfois quand on est très investi, on fait peur aux gens en fin de compte parce qu'ils voient notre équipe qui est très investie et quand ces gens qui étaient très investis, c'est-à-dire principalement, et c'est là où je vais en arriver au statut de l'élu, c'est qu'heureusement qu'il y a des retraités. Voilà, et donc dans les équipes, ceux qui font tourner majoritairement les conseils municipaux, c'est les retraités et c'est de plus en plus difficile d'être actif et d'être à un poste à responsabilité. Pourquoi ? Parce que nos générations on a été formatés dans le monde associatif, dans différents domaines, et on sait que jusqu'à présent, quand on s'engage, on va jusqu'au bout. Est-ce que demain ou aujourd'hui dans le monde associatif, voilà, ça va jusqu'au bout ? Est-ce que ça, c'est pas la génération ZAP, c'est pas la génération aussi où on nous dit qu'il faut changer 50 fois de métier dans une vie ? Donc les gens, ils appliquent cette mobilité à tous les étages. Donc moi je pense que le statut de l'élu, il va devenir une nécessité parce que bien évidemment. On va pas faire le débat sur l'allongement des retraites, mais plus on va allonger les retraites, plus les gens, quand ils vont arriver à l'âge de la retraite et que le travail qu'il y a à faire dans une commune devient pratiquement plus qu'un mi-temps pour des adjoints, voire plus, les gens ont envie de profiter aussi de leur retraite. Donc moi, je serai très attentif et aussi force de proposition s'il faut l'être à ce statut de l'élu, parce que je crois que ce qu'on a fait, ce que beaucoup d'entre nous ont fait pendant des années, ça va se faire de manière différente demain. Voilà. Alors je dis pas que c'est impossible, je dis pas que on n'arrivera pas à le faire, mais tous on a dit que ça se complexifiait, que on nous demandait de plus en plus de temps. Et je crois que voilà, ce statut sera une des clés de demain. Ensuite, je voudrais revenir sur un sujet aussi par rapport au mariage de communes et tout ça. Moi je pense qu'il y a toujours la méthode 12, puis après il y a la méthode mi-douce, et après il y aura la méthode force, mais qui est pas forcément une obligation. Mais ces derniers temps, on nous parle de 40 milliards d'économies. On n'a pas pris le coup de rabot des instituteurs dans nos écoles. Bon, il y a quand même plein de sujets qui vont nous forcer à réfléchir à un moment, à se regrouper d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que, dirais pas qu'il faut que les communes disparaissent, mais la partie administrative, on a des problèmes de recrutement de personnel, etc., etc. Ça va être, je crois, des vrais sujets pour la mandature qui s'annonce. Et j'ai vu que mon collègue d'Astaillac a déjà un bon programme de campagne. Je pense aussi que pour s'engager, il faut avoir bien sûr des idées, mais il faut être en capacité de pouvoir faire mieux que ceux qui sont en place, ou faire aussi de mettre en place les idées qu'on a réfléchi collectivement. Et parfois, quand on réfléchit à tout ça, moi j'ai constaté que beaucoup d'élus arrivaient avec plein d'idées, parce qu'ils avaient réfléchi, et puis quand ils sont confrontés à la réalité du terrain, ils sont aussi très déçus, parce qu'ils ne peuvent pas mettre en place ce qu'ils ont travaillé collectivement. Alors sans partir dans des choses exceptionnelles, mais ils n'arrivent pas à tenir leurs promesses pour X raisons par rapport à ce qu'ils ont dit quand ils ont fait le porte-à-porte. Et donc je crois aussi que là, on doit pouvoir permettre aux communes de petite taille, moyenne taille, grande taille, de pouvoir au moins tenir ce qui a été dit à la population, et que
sur une mandature, il faudrait aussi sanctuariser, j'allais dire, la plupart des réglementations pour pas que ça change en milieu de mandat, parce que on part avec une idée et en milieu de mandat, il y a quelque chose qui change et en fin de compte, après, on vous dit, ouais, vous avez pas tenu vos promesses, vous l'avez pas fait. Ben oui, parce qu'il nous est tombé ça sur le dos, etc., etc. Et je terminerai simplement aussi avec un vœu pieux, c'est que moi, je l'avais dit au préfet de l'époque pendant le Covid. Pendant le Covid, on attendait tous les mails du vendredi soir à 23h pour nous dire ce qu'il fallait faire. Et moi, j'avais dit à monsieur le préfet, moi, je pense qu'il vaudrait mieux que vous nous laissiez faire. Et par contre, si on fait une connerie, ben vous nous sanctionnez. Et vous allez voir qu'on va faire beaucoup moins de conneries qu'on a fait. Voilà. Merci, monsieur le maire. Bon, comment résumer? Effectivement, bon, statut de l'élu, on revient pas de rien. On a une loi de 92, certes perfectible. Il y a eu des textes relatifs, on appelle pudiquement les conditions d'exercice des mandats locaux. Et je me souviens à l'époque déjà en 92, l'idée était d'offrir des dispositifs comme des temps d'absence, des crédits d'heures, des disponibilités, détachements, etc. de manière à ce qu'on n'ait pas que des retraités, effectivement, dans nos mairies. C'était en tout cas ce qui avait été présenté comme argument. La question de fond, c'est de quel maire veut-on pour demain? Est-ce que maire est un métier? Je pose la question. En Allemagne, le choix a été fait de considérer qu'un bourgmestre, finalement, c'est une forme d'agent public. On n'a pas cette approche-là en France. On est un petit peu entre les deux. Et là où le bas blesse peut-être, c'est qu'effectivement, on dit qu'il y a un statut de l'élu à condition que la collectivité mette la main à la poche. Hein, pour résumer un petit peu. Sur le statut de l'élu, autour de la table, est-ce qu'il y a des attentes, des observations peut-être, ou des revendications? Non? Pascal Coste? C'est comme beaucoup de choses, on en parle depuis des années. Bon voilà, donc à un moment on n'en veut pas, mais on arrête d'en parler, quoi, parce que au final, ça veut dire quoi? Et après, il y a beaucoup de démagogie autour de ça, parce que protéger les élus, ainsi de suite, les questions de rémunération, enfin bon, c'est d'une grande démagogie. Quand un président de région a une solde de moitié d'un parlementaire, la responsabilité et l'exécution n'est pas du tout la même, quoi. Enfin, et il y en a, donc ils se plaignent pas, c'est pas la question, mais voilà. Et la question de comment on exerce son métier tout en étant élu à côté, c'est une question qui se pose plutôt pour ceux qui travaillent dans le privé. On a une vraie, et d'ailleurs c'est ce qu'il faut, c'est la représentation nationale, parce que on n'a pas du tout la même chance. Quelqu'un qui, on voit comme le parlementaire de la Creuse, qui arrête son exploitation agricole pour l'être, il est rebattu le coup d'après. Bon, il a peut-être pas fait le boulot, il a pas choisi le bon poulain peut-être, mais enfin, n'empêche que c'est assez violent, quoi. Voilà, donc. Et pour des maires, il y a un peu la même chose. Si on veut se donner au quotidien, c'est quand même très compliqué, quoi. Donc, et on va rentrer dans la médiocrité. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui veut passer du temps et s'occuper un peu de ses affaires, il a meilleur temps que de faire de la politique, quoi. Non, mais très largement, parce que c'était pas la vindite. Et voilà, donc, à un moment, il faudra peut-être trouver des solutions beaucoup plus radicales que ce qui nous est proposé aujourd'hui, quoi. Oui, je voulais juste un mot. Vous avez parlé de l'Allemagne. Il n'y a aucune comparaison avec l'Allemagne. En Allemagne, ça fait des dizaines d'années que les communes se sont regroupées et il n'y a pratiquement pas de communes au-dessous de 3000 habitants. Alors, à ceci près qu'on a en France sa particularité de considérer que plus la commune serait petite, moins il y aurait d'activité. Or, c'est précisément l'inverse, semble-t-il. Hein, les villes sont généralement équipées de services beaucoup plus conséquents, mais dans 90% de nos communes rurales, on aura, dans le meilleur des cas, une secrétaire de mairie à temps non complet, qui sera un petit peu le mouton à 5 pattes, qui va devoir faire beaucoup de pluralisme, en fait. François Hollande. Oui, statut de l'élu, il y en a eu qui ont été votés. Lorsqu'il s'agit, vous l'avez évoqué, vous-même souligné, des crédits d'heures ou des congés d'absence, c'est pas facile pour un salarié d'aller voir un employeur et s'il veut progresser dans la hiérarchie, de souligner qu'il ne va pas être là pendant une partie de son temps de travail. Donc ce qui explique qu'il y a peu de salariés
qui font même usage de ces possibilités d'absence. Ensuite, sur la rémunération, les indemnités. Dès lors que les indemnités sont payées par les communes, c'est très difficile pour un maire d'aller même jusqu'au plafond de l'indemnité. Et donc, on pourrait dire c'est l'État qui paye. Peut-être est-ce une solution. C'est-à-dire que l'État paye une partie de l'indemnité des maires. Mais enfin, on voit bien que c'est pas forcément aujourd'hui, dans les contraintes que l'on connaît, la mesure la plus facile. Enfin, il y a les annuités de retraite. Alors c'est quand même un paradoxe parce que comme c'est les retraités qui sont souvent maires, c'est pas ça qui va leur donner davantage de retraite puisque elle est déjà liquidée. Alors après je reviens à ce qui a été dit sur les nouvelles communes. Nous avons pensé que et moi-même que l'intercommunalité permettait de régler cette difficulté. On avait de l'intercommunalité puis on préservait l'identité communale. C'était ce qui avait été proposé. Je dois dire que je tenais moi-même ce discours. C'est bien qu'on a fait les intercommunalités. C'était nécessaire. Et même les tailles étaient nécessaires. Et lorsqu'on a fait des dérogations, même pour des intercommunalités ici, on s'en souvient, pour des intercommunalités petites, on ne s'est pas rendu service. Parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de moyens. Mais c'est pas parce qu'on est une intercommunalité qu'on ne doit pas réfléchir au rapprochement des communes. Parce que dans l'intercommunalité, on pèsera davantage. Et dans l'intercommunalité, on a besoin de communes qui soient vivantes. Et pas simplement qui viennent, et c'est souvent douloureux pour des maires, de venir dans l'intercommunalité alors qu'elles n'ont aucune retombée de choix qui sont faits au niveau de l'intercommunalité. Donc ça fait encore des réunions supplémentaires. Donc on n'échappera pas, alors je sais pas tout de suite, hein, parce que ça fait partie des débats de l'après 2027, on n'échappera pas, non pas à une loi d'obligation, mais une loi forte d'incitation de rapprochement des communes. Et c'est ça qui permettra de trouver un statut pour les maires, parce que ça sera sur des territoires plus importants. De l'incitation à la contrainte, en fait. Alors, ce serait un petit peu le sens de l'histoire. Dans le public, des réactions, questions par rapport à ces thématiques, avant d'aborder peut-être alors un autre sujet d'actualité tant parlementaire que sociétale. Je pensais notamment à la question des outils pour lutter contre la désertification médicale. On a un projet de texte, me semble-t-il, qui est en cours de discussion au Parlement. Est-ce que vous pourriez déjà peut-être nous en dire deux mots pour poser un petit peu le cadre, Docteur Chassaing? Spécialiste. Non, mais je vais vous dire quelles sont les lois qui ont été votées ces temps-ci au Sénat. Donc, il y a eu d'abord une proposition du Premier ministre indiquant que il souhaitait une solidarité entre les médecins et que les médecins devraient venir 2 jours par mois dans des endroits où il y a un manque de médecins. C'est vrai que ça peut être un petit complément, mais ça ne résout pas du tout le problème. La deuxième loi alors par contre là c'est une suggestion du Premier ministre, et la deuxième loi qui a été votée il y a environ 1 mois, c'est une loi de la Commission des affaires sociales du Sénat qui indique que il y a une contrainte. Vous savez que dans les installations, jusqu'à maintenant, l'Assemblée nationale ou le Sénat n'ont pas voté de contrainte pour obliger les médecins à s'installer dans les zones où il y a un manque. Et cette loi a un petit peu de contrainte, puisque pour les nouveaux médecins qui s'installeraient dans des zones hyper denses, alors je vais vous dire qu'en Corrèze, il n'y en a pas, il y en a peut-être à Limoges, eh bien, il y aurait obligation de venir, a priori, ce qu'a dit le ministre de la Santé, 20% du temps, c'est-à-dire 1 jour par semaine, dans les zones où il y a un manque de médecins. Et troisième loi qui a été votée donc la semaine dernière par un projet de loi du gouvernement, donc du ministre de la Santé. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Cette loi est dans l'avenir plus complète et, à mon avis, plus efficace. Elle dit que, actuellement, pour les étudiants qui sont dans les facultés,
qui décide d'augmenter le nombre d'étudiants pour rentrer en deuxième année. Mais actuellement, c'est l'ARS, Madame la directrice, voilà là-bas, et surtout l'université. Parce que si le doyen d'université, donc, moi dit, j'ai pas de place, en fait, on n'augmentera pas le nombre d'étudiants. Alors, cette loi donne la parole aux élus, puisque, en fait, c'est le Conseil des territoires de santé qui aura son avis à dire pour augmenter le nombre de médecins. Mettons ici, à la faculté de Limoges, bien le Conseil de territoire de santé de la Corrèze pourra dire, bon, mais nous, on a des territoires, les élus pourront s'exprimer, et ce qui sera pris en compte, c'est l'avis des conseils de territoire plus de l'ARS. Donc c'est quand même un plus parce que les élus pourront avoir s'exprimer. Alors, bien sûr que le doyen ou l'université pourra dire on n'a pas de place. À ce moment-là, il y aura une obligation d'augmenter le nombre de places. Voilà ce qui est décidé dans l'article 1. Dans l'article 2, ça peut être beaucoup plus rapide. Tous les étudiants qui sont actuellement, qui font leur médecine dans d'autres pays de l'Europe, européens, pourront, dès le début du 3e cycle, venir se former en France. Donc, il y en a actuellement, ça se fait, mais parfois c'est difficile. Et donc là, ce sera beaucoup facilité. Et 3e article, c'est l'article 3. Il y a actuellement, lorsque vous êtes kiné, infirmière, pharmacien, c'est assez compliqué pour rentrer dans les études de médecine. Et donc, ce sera facilité, ce sera beaucoup facilité, parce qu'actuellement, c'est à peu près marginal. Alors voilà l'avenir, mais actuellement, en Corrèze, il va y avoir donc des docteurs juniors qui vont arriver. Vous savez que maintenant, il y a une 4e année d'internat qui sera faite auprès du médecin généraliste, enfin le médecin généraliste qui sera maître de stage, et la 4e année, parce que ça va retarder d'1 an en fait pour des remplacements, la 4e année commencera au mois d'octobre 2026. Donc au mois d'octobre 2026, je parle sous le contrôle de Madame la directrice, eh bien il y aura 13 docteurs juniors qui viendront dans des déserts médicaux où il y a un médecin maître de stage. L'ARS donc s'en est occupé avec aussi le conseil territorial de santé. Donc on peut dire que bien sûr en 2013, avec les médecins qu'il y a, avec les médecins des centres de santé, il y aura 13 médecins de plus, puisque vous savez que les docteurs juniors seront des médecins et ils seront thésés, ils auront la thèse. Et donc, ils seront médecins avec le médecin maître de stage. Donc, il pourra prendre dans l'avenir plus de clientèle. Voilà. Après, je dirai un mot sur la santé mentale si on me donne la parole. Merci. Merci, monsieur le préfet. Merci. Daniel Chassin vient de résumer tout le dispositif. Je crois que ce qui est le plus avancé aujourd'hui, c'est le médecin junior. Est-ce que c'est effectif dès la rentrée 2026, comme c'était dit. Moi, je veux insister sur le côté absolument crucial de cette affaire. C'est un sujet essentiel pour la Corrèze. Toute la Corrèze est en désert médical, et c'est un élément important de son attractivité ou de son absence d'attractivité. On a absolument besoin d'attirer, compte tenu de perspectives démographiques pas favorables, des jeunes actifs de l'extérieur, et il y a des tas d'éléments d'attractivité, si on en reparlera, le transport, le logement, etc. Mais il y a aussi l'offre de services et notamment l'offre de soins. Donc la question, elle est absolument majeure, et le dispositif des médecins juniors, c'est quand même une opportunité et une chance de pouvoir récupérer en Corrèze des futurs médecins dans le milieu rural. Donc l'ARS, Sophie Silibo a beaucoup travaillé là-dessus avec les élus. Je vous remercie tous les élus qui se sont impliqués. On a aujourd'hui 16 propositions. On a 16 maîtres de stage qui sont prêts à accueillir des médecins juniors. Donc c'est plutôt pas mal par rapport au poids que représente la Corrèze au sein des déserts médicaux en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un bon résultat. Maintenant, il faut trouver des jeunes. Il
faut trouver des médecins juniors qui vont être candidats, qui auront envie de venir sur ces lieux de réalisation du stage. Donc c'est là qu'il y a aussi tout un enjeu d'attractivité pour qu'on récupère eh bien des bons médecins juniors en Corrèze. Donc l'enjeu il est essentiel parce que là on est vraiment en train d'écrire l'avenir. Pour le coup, je crois que là on est sur des tendances de long terme. Alors, il faut trouver des jeunes, ça me fait rebondir, je vous laisse la parole dans quelques secondes. Sur une récente étude, on en dira peut-être un mot dans un instant, la voix des futurs soignants, étude qui nous fait état de ce que, pour 78% des étudiants, le premier critère pour lutter contre le désert médical, c'est le cadre de vie agréable. Donc pour les attirer, ce qui passe en numéro 1, c'est un cadre de vie agréable, et nul doute que la Corrèze, dans le domaine, possède de vrais atouts à faire valoir. Oui, alors bien sûr, vous savez que les élus qui souhaitent avoir un médecin, ils mettent tout en œuvre pour que avec bien sûr le médecin maître de stage, pour que le médecin junior soit bien accueilli, et avec logement, bien sûr, et l'aider au maximum pour que son séjour, en quelque sorte, de médecin junior, soit le plus agréable possible, pour qu'il ait envie de s'installer avec le médecin qui est maître de stage. Dans le public, 2 interventions, monsieur. Oui, la question de la santé, évidemment, je prends rien à personne, c'est le sujet numéro 1 dans la tête des citoyens corréziens. C'est vrai que ces docteurs juniors sont une réponse partielle au problème. On est heureux de les avoir. Il faut bien les accueillir parce qu'on espère que une petite proportion au moins aura la bonne idée de se dire tiens, avec ma petite famille, je peux vivre agréablement là où je suis installé, et on l'espère. Mais ça règle pas le problème de fond. Alors déjà, il faut souligner l'inégalité qu'il y a depuis des années dans notre République entre les zones surdotées en médecins ou bien dotées et les zones sous-dotées. Il y a vraiment un accès aux soins qui est différent, et il y a ce qu'on peut appeler une rupture d'égalité dans la République. Alors quand je vois que les médecins s'élèvent contre le fait qu'on puisse leur dire non, vous irez pas vous installer parce que là on en a déjà suffisamment, franchement c'est un peu abusé. Donc le fond de la question, me semble-t-il, et c'est ce que je dis et je pense depuis des années, c'est qu'en fait, on n'est pas en capacité, on peut faire sauter le numerus clausus, numerus apertus, ça c'est facile à faire, ça a été fait, ça coûte pas 1 euro. C'est le plus facile. Après, c'est comment on forme plus de médecins, parce qu'aujourd'hui, il faut former plus de médecins, étant donné qu'on sait bien, un jeune médecin, n'accepte pas de faire 50, 60, 70 heures comme Daniel Chassain l'a fait sans doute toute sa carrière. Et donc, il faut souvent au minimum 2 médecins pour en remplacer un comme Daniel. Donc, c'est mathématique, il faut en former plus. Mais ce qu'on constate, c'est que dans les universités, les hôpitaux universitaires, ils peuvent pas pousser les murs. Ils ont moins de professeurs qu'avant. Donc, il faut trouver une solution à ça, et c'est là qu'il faut investir dans les plateaux techniques. Peut-être imaginer des antennes des CHU dans des hôpitaux comme à Brive, sur certaines spécialités, ou à Tulle, et on avancera comme ça, et reformer donner envie à des professeurs d'enseigner la médecine. Tant qu'on n'aura pas agi sur ces 2 choses, c'est-à-dire les plateaux techniques et le nombre de professeurs, on peut parler des numerus clausus et compagnie, ça fera rien du tout. Alors, merci, monsieur le maire. Je m'excuse, je vais encore dire un mot sur la santé. Bon, moi j'avais fait un amendement aussi au niveau du Sénat, et ça a dû être fait aussi pour contraindre les médecins à s'installer dans les zones, avec d'autres collègues, dans les zones où il y a pas de médecins. C'est pas exactement ça, c'est-à-dire que les médecins pouvaient s'installer dans les zones hyper denses, mais ils n'auraient pas de convention avec la sécurité sociale. Donc mais ça n'a jamais été accepté ni par aucun
ni par les médecins, bien sûr, ça a été dit, ni par la majorité des assemblées. Bon, parce que effectivement, on se rend compte que c'est une contrainte qui ne sera pas acceptée par les médecins. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que simplement, je rappelle le projet de loi qui a été voté au Sénat et à l'Assemblée nationale va dans ce sens, puisque il apporte, si vous voulez, la parole aux élus dans les conseils de territoire qui n'existent pas actuellement et qui les territoires pourront demander davantage de place. Alors, il y aura pas de place peut-être à la faculté, mais il peut y en avoir à Brive, à Tulle aussi pour des formations. Il s'agit de s'organiser. Si on veut arriver, bien sûr, on peut dire ah ben c'est pas possible, il y a rien à faire. Ben cette loi du ministre de la Santé apporte des possibilités. Merci Monsieur Chassin. Je voyais dans le public une autre main se lever, monsieur. Bonjour. Bonjour, Alexandre Chéroux, je suis chirurgien dentiste dans le coin et je suis à l'initiative du projet Doc Tripper. Donc aujourd'hui, je tiens à vous dire qu'en Corrèze, on a des initiatives qui voient le jour. Autour de ce dispositif, moi ce que j'ai voulu, c'est surtout donner la parole aux étudiants. Proposer des choses à cette génération qu'il faut mobiliser et les écouter pour savoir quels sont les leviers qui les intéressent, qui les animent et voir comment est-ce qu'on peut se mettre autour de la table entre professionnels de santé, collectivités, pour guider les étudiants, les jeunes diplômés à la découverte des zones rurales et sous-dotées. Ce qui va être important en fait, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de profils qui n'ont jamais mis les pieds à la campagne, qui ont grandi en ville, qui au mieux ont changé de grande ville pour faire leurs études supérieures et en fait qui ont un a priori très profond sur les zones rurales ou même semi-rurales. Et l'étude, la voix des soignants dont on parlait tout à l'heure, c'est l'étude qu'on a menée avec Doc Tripper et le journal des départements d'Elbow Press pour justement savoir ce que veulent les étudiants. On a construit cette étude avec les 4 principaux syndicats d'étudiants en santé au niveau national. Étudiants en médecine avant internat, étudiants internes toute filière, étudiants en dentaire et étudiants en pharmacie. Et ce qu'il en ressort, c'est que cette génération, ok, on a dit il faut c'est 2 médecins et demi aujourd'hui pour remplacer un médecin d'avant. Mais cette génération, c'est pas de sa faute en fait. Et donc il faut pas l'accabler, il faut l'accompagner. Et aujourd'hui, dans notre étude, on se rend compte que sur les 1500 répondants, il y en a 1 sur 3 qui veut s'installer à la campagne. Il y a plus de 90% qui sont intéressés à l'idée de faire un remplacement à la campagne dans une zone sous-dotée. Donc aujourd'hui, il faut créer ce contexte qui va leur permettre de venir tester, découvrir, sans les y obliger, par eux-mêmes, ce que c'est l'exercice et la vie à la campagne pour déconstruire les a priori, leur montrer finalement qu'il y a des beaux cabinets, il y a des belles compétences, il y a des pros qui ont envie de transmettre et qu'on a des collectivités qui soutiennent l'initiative pour permettre de faire découvrir le territoire et le bien vivre en Corrèze et puis ailleurs. Moi, j'aurais une question. Vous qui les côtoyez souvent, nos étudiants en médecine, est-ce que vous observez chez eux une forme d'évolution dans les formes de travail de demain ? Est-ce que ce sont encore des étudiants qui, demain, seront prêts à être médecins de campagne, 60 heures par semaine ou autre ? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui vont peut-être plus aspirer à du salariat et donc peut-être d'autres modes d'accueil à imaginer dans nos territoires ? C'est quoi votre ressenti sur les bancs de la fac aujourd'hui, en fait ? Les réponses, parce qu'on a posé ces questions aussi, elles vont dans le sens de la flexibilité de carrière. Aujourd'hui, il y a plus que 11% des étudiants qui se disent prêts à, en tout cas, se projeter à travailler de la même manière, au même endroit toute leur carrière. Donc, ce qu'il faut, encore une fois, peut-être que pour eux c'est une illusion qu'il faut leur garder proche pour les rassurer à venir dans certaines zones. Mais ce qu'il faut surtout, c'est leur proposer des alternatives. Et encore une fois, se mettre autour de la table et permettre de faire briller le libéral par le public par le privé. Proposer à ces étudiants, à ces jeunes diplômés des carrières mixtes, à la fois à l'hôpital, à la fois en libéral, à la fois en associatif, en salariat ou pas. Et en tout cas, leur
leur proposer des choses pour qu'ils le découvrent par eux-mêmes, parce que moi je l'ai vécu dans toutes nos études, on n'a que très très peu de temps dédié à la projection dans les cabinets, que ce soit en libéral ou même sur les différents modes d'exercice. Et les cabinets, c'est des entreprises. Nous, on a eu une demi-journée de sensibilisation à la gestion d'un cabinet dans tout le cursus. Donc il faut qu'il y ait cet accompagnement, et cet accompagnement, il peut soit se faire dans les universités, soit se faire par du mentorat. Quand on discute avec des étudiants qui soient formés en France ou même formés dans les pays européens, ce qui en ressort, c'est qu'ils vont arriver sur le marché du travail, entre guillemets, et qui seront pas prêts. Donc il y a cette proposition à leur faire de venir trouver un mentor, un jeune ou un moins jeune pro de santé qui a cette envie, parce que moi je peux pas imaginer qu'il y ait un médecin, un dentiste qui ait travaillé 40 ans dans un territoire en plus d'où il est sûrement originaire et qui se satisfasse de partir sans transmettre ni son savoir ni son cabinet. Donc des pros comme ça, il y en a dans tous vos territoires. Et il faut les accompagner, leur redonner envie d'être maître de stage. Mon expérience, c'est que le premier remplacement que j'ai voulu faire proche de chez mes parents en Lot-et-Garonne, et j'ai pas trouvé de poste. Parce que là-bas, alors qu'il y avait un énorme besoin, les dentistes qui étaient installés m'ont dit « mais nous, ça fait très longtemps qu'on a arrêté de chercher des remplaçants. Parce que personne ne vient jamais nous remplacer, donc en fait, on ne pose plus d'annonces. Donc il n'y a plus de maître de stage, il n'y a plus d'annonces, et le territoire se meurt gentiment, alors qu'il y a des pros de santé, il y a des volontés, et qu'il faut juste se mettre autour de la table avec des outils simples, et nous, on en a imaginé un. Merci. Monsieur le maire, à nouveau. Oui. Je voulais alerter aussi nos élus nationaux sur ce qui me semble être un sujet qui va poser problème, et Sylvie Bouet, la directrice, m'écoute aussi. A priori, sur les docteurs juniors, les docteurs qui sont en charge de les encadrer, donc on a dit que les docteurs juniors, c'était des docteurs thésés, donc ils sont docteurs. En fait, il faut quand même qu'il soit accompagné par un maître de stage. Un maître de stage, c'est un médecin qui a fait une certification universitaire. Et donc, ce médecin qui a fait cette formation universitaire, pour peu qu'il ou elle encadre des internes de première, deuxième ou troisième année, ne pourrait pas cumuler avec l'encadrement de ce docteur junior. Et ça va être un problème. Donc je tiens à vous alerter là-dessus, il faudra un peu de souplesse là-dessus. Pardon, Alexandre. Donc il faut encore plus de maîtres de stage. Pascal Coste, encore plus de... Non mais donc il faut encore plus de maîtres de stage, il a raison là-dessus, c'est la difficulté. Après, quand on est dans un département comme le nôtre, où on est en difficulté, où je crois que pour être maître de stage, c'est une petite journée ou deux, oui, 3, ça va bien, et qu'il y en a à peine un tiers de ceux qui peuvent l'être, qui le sont, ça interroge quand même, quoi. Enfin, je sais pas, il doit y avoir un ras-le-bol aussi dans la profession. Enfin, il y a d'autres facteurs. Je peux amener une réponse rapide pour la partie que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire pour les maîtres de stage, ça va être simplifié. Excuse-moi. Ouais. Mais en fait, il y a aussi une question de filière, parce qu'on parle beaucoup des médecins. On parle beaucoup des médecins généralistes, on parle pas trop des autres filières. Pour le dentaire, jusqu'à présent, maître de stage, ça se faisait très facilement. On avait besoin d'avoir 3 années d'exercice, pas de casserole au conseil de l'ordre. On pouvait signer ça sur un coin de table avec l'étudiant, et c'était il fallait le faire valider par l'ordre et par l'UFR. Super facile. Aujourd'hui, on va uniformiser les maîtres de stage sur le modèle des médecins. 3 journées de formation à Bordeaux, parce que nous, c'est Bordeaux. Pareil pour les mecs à Guéret, hein, ça va être Bordeaux. Donc déjà, quand on a peu, ça va être une barrière à l'entrée supplémentaire, et on risque de perdre des forces d'encadrement. Il y a des sujets derrière qu'il faut mettre sur la table, sur ça, sur la formation et des maîtres de stage. On parlait tout à l'heure de former plus de médecins, il faut peut-être aussi imaginer comment on amène plus d'heures de soins aux pros qui sont installés aujourd'hui, en accompagnant de l'assistant médical, en accompagnant de l'IPA et en accompagnant la formation dans le territoire. Il y a des campus connectés. Permettons à nos assistantes dentaires, à nos assistants médicaux de se former dans les campus connectés, à nos médecins dentistes de se former dans les campus connectés. On a pu le faire pendant le Covid, c'était super, on faisait du télétravail et de la visio à tort et à cri. Aujourd'hui, il faut qu'on aille à Bordeaux 3 jours lâcher le cabinet, envoyer nos assistantes dentaires se former à Bordeaux, à Toulouse ou à Clermont-Ferrand 2 jours par semaine pendant 1 an et demi. C'est une vraie galère.
Donc il y a des solutions à trouver avec des outils qui existent encore une fois et qu'il faut simplement rapprocher pour permettre d'offrir des solutions qui sont concrètes et adaptées à nos territoires un petit peu reculés. Donc pour les médecins, on nous dit que les formations de stage seront simplifiées. Pour les médecins, je parle à Limoges. Donc des outils, des bonnes volontés, une carte à jouer au niveau territorial en matière d'attractivité. Encore faut-il avoir des élus sur ce territoire. Dernier point en guise de tour d'horizon. Pour chacun d'entre vous, les uns après les autres, donnez-nous une bonne raison de poursuivre un mandat municipal ou de s'engager en tant que maire aujourd'hui à l'horizon 2026. Madame Meunier. Je dirais aimer son prochain, avoir la passion, parce que pour moi un mandat, soit un mandat de proximité ou un mandat national, si on n'a pas cette envie d'accompagner, cette envie d'aider, cette envie d'aimer les gens, pour moi en tout cas, je laisserai tout tomber. Et c'est vrai qu'on est parfois malmené, bousculé, insulté, menacé, ça arrive. Mais bon, à côté de ça, on a des gens qui sont tellement heureux quand on trouve des solutions à leur situation, quand on se dit, tiens, l'action que j'ai faite a des répercussions qui sont des répercussions positives, et de voir le sourire des gens, de voir la reconnaissance et le remerciement, là, parfois, on s'y attendait pas. Voilà, moi, c'est mon carburant. Je retiens le mot passion. François Hollande. Bon, chacun mesure ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et dans le monde dit démocratique. Il y a un affaiblissement considérable de nos institutions, un désengagement des citoyens, une défiance, et une montée quand même des populismes. Faut quand même être lucide. Donc il y a une grande question qui est celle de l'engagement citoyen. Si dans un pays comme la France, et heureusement qu'il y a aujourd'hui autant de communes qui peuvent être des territoires qui permettent cet engagement. Mais s'il n'y a pas, de la part des citoyens, une volonté de faire que la démocratie demeure, pour ce qu'on en a connu, que la République soit respectée et encore capable de fournir un espoir, je pense qu'il y aura une dégradation continue de notre vie en société. Et une tentation de l'autoritarisme à un niveau qu'on n'a jamais connu. Personne n'avait imaginé ce qui se passe aux États-Unis. Personne. Et ça s'est passé. Et ça se passera peut-être encore avec plus de violence. Personne n'avait imaginé que l'Europe pourrait demain avoir des gouvernements d'extrême droite. Personne n'avait imaginé que la radicalité pourrait prendre ses formes. Personne n'avait imaginé que les réseaux sociaux pourraient avoir cette influence, cet impact, qui d'ailleurs quelquefois se répercute sur la vie des élus. Et donc l'engagement au niveau le plus élémentaire, comme l'engagement au niveau le plus supérieur, il est le fondement même de la République. Donc moi je salue tous ceux qui, et toutes celles, puisqu'il y a la parité, qui vont s'engager pour les années qui viennent, pour que les Françaises et les Français aient encore une confiance dans la démocratie. Engagement citoyen. Monsieur le préfet ? Oui, deux raisons, une positive et une plus négative, enfin, plus solennelle, dans la continuité de ce que vient de dire François Hollande. La première, c'est que les Français aiment leurs maires. Les maires sont les seuls élus qui échappent à ce constat de défiance, parfois agressive, vis-à-vis des élites. Donc les Français aiment leurs maires et ils ont bien raison de les aimer parce que c'est leur plus proche correspondant et c'est ceux qui agissent le plus pour leur quotidien. Et donc c'est un mandat qui a une reconnaissance hors du commun. Et je crois que c'est quand même une raison, cette reconnaissance-là, c'est quand même une raison de reprendre et de retourner, je vais pas dire au combat, mais enfin de retourner dans le chaudron. La deuxième, c'est ce que vient de dire François Hollande, c'est que je crois que le devoir nous appelle. Le devoir nous appelle tous, chacun où nous sommes, de nous engager au service de nos concitoyens, de nous engager pour la chose publique, parce qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de république sans l'engagement de chacun à son niveau, là où il peut, pour
voilà, s'engager au service de la cité. Et plus que jamais, aujourd'hui, peut-être pas en 1793, la patrie est peut-être pas en danger, mais enfin on est quand même dans une situation qui est particulièrement préoccupante. Et je crois qu'il faut pas effectivement sous-estimer les risques de dérive à un moment si eh bien si on ne tient pas le pays et si effectivement on n'a pas des maires pleinement engagés qui ont l'énergie pour le faire. Et puis dernier point, c'est moi je veux dire à titre plus personnel que j'ai vécu votre mandat sur le terrain dans différents postes, le Covid, les crises diverses et variées. Pour un préfet, c'est une relation extrêmement forte, la relation avec les maires. C'est quelque chose de très fort. C'est l'une des relations les plus fortes. Parce qu'on partage énormément de choses, en réalité. On partage énormément de choses. Parfois intimes. Parfois, le jour, la nuit. Enfin bon, on vit quand même des choses très très fortes. Donc, voilà, je crois que c'est une expérience aussi qui est unique, qui est exceptionnelle. Et donc, je souhaite à tous ceux qui ont l'énergie, le courage, de continuer de reprendre. Merci, monsieur le préfet. Christophe Petit. Oui, alors juste quelques mots. Le mandat de maire, effectivement, c'est une fonction passionnante, il faut le reconnaître. Prenante, mais passionnante. Et même si parfois, effectivement, nous prenons des coups, on le dit, on est souvent à portée d'engueulade, à portée de baffe. Malgré tout, les maires résistent, continuent leur fonction. Et donc, on est des maires résilients, motivés. Et je crois qu'il faut l'être pour les années à venir. Et en tout cas, l'association des maires de la Corrèze sera bien entendu à leur côté pour poursuivre et préparer les prochaines échéances. Merci, monsieur le président. Pascal Coste. Un mot, je mettrais peut-être... alors j'aurais mis celui de l'engagement, mais François l'a pris. Alors, il n'y a pas que l'engagement citoyen, mais du coup, je mettrais résistance. Mais dans résistance, il y a tout cet aspect plus négatif. Donc... je retiendrai de ce mot résistance quand même le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire la capacité à adapter un programme qui colle aux aspirations d'une génération ou de celles et ceux qu'on est là pour représenter, et donc d'être en capacité de les rassembler. Et qui mieux que les maires sont en capacité aujourd'hui dans toutes les strates d'élus de rassembler les uns et les autres. Je crois que c'est ce qu'ils font au quotidien. Ils ont la blouse blanche en permanence. C'est les premiers assistants sociaux dans toutes les largeurs, qui sont les confidents, qui sont qui ont ce que disait monsieur le préfet. On a des relations intimes avec les choses. C'est celui que les gendarmes viennent chercher lorsqu'il y a un accident de la route et qu'il faut annoncer une triste nouvelle à la famille. Pourquoi lui ? Voilà, c'est bon. Voilà, donc je pense que c'est ça, et donc celui qui est en capacité à la fois de rassembler, mais aussi de faire. Et donc ça, c'est impayable, quoi, d'être en capacité de faire bouger les choses et les lignes. Merci, monsieur le président. Daniel Chassaing. Oui, moi je pense que le mandat de maire, c'est un des plus beaux mandats. Bien sûr. Pour développer une commune, il faut avoir un certain niveau de population, et également pour la communauté de communes, ça a été dit tout à l'heure par le président Hollande, et ça, c'est vrai que on s'est engagé avec Christophe dans notre communauté de communes. Je pense qu'il y a une bonne ambiance. Les gens, c'est une petite communauté de communes, donc tous les maires sont présents, ils peuvent s'exprimer. Mais il y a le problème, c'est que on a quand même très peu de latitude pour pouvoir installer des entreprises. Donc c'est plus compliqué. Je pense néanmoins que quand on est excentré quand même des villes agglo, je pense qu'il vaut mieux. Alors, d'où l'important d'aider par péréquation les petites communautés de communes, les endroits hyper ruraux. Mais je pense que le mandat de maire, c'est un très beau mandat. Il faut que l'État, par une péréquation, puisse que même les petites communes puissent avoir la possibilité d'avoir un avenir. Et ça, il faut qu'on arrive quand même au niveau de l'État à ce que notre budget soit respecté
parce que on a des dépenses publiques qui sont de 50% de notre richesse. C'est quand même 9 points de plus que la moyenne européenne. Donc, sans enlever de ce qui a été fait au niveau de la sortie de la guerre, hein, il faut conserver bien sûr la sécurité sociale qui est la colonne vertébrale, mais sans rien rogner, je pense que on doit pouvoir faire des économies tout en conservant les aides pour les plus défavorisés. Je voulais juste intervenir aussi quelque chose qui est important dans l'avenir, et ça commence. On a une dégradation très forte au niveau de la santé mentale. Bon, moi j'ai fait une mission de santé mentale avec 2 autres sénateurs, et je me suis rendu compte, on s'est rendu compte bien sûr, qu'il y a une dégradation très très forte avec une chute des pédopsychiatres. Les psychiatres qui sont encore assez nombreux, mais un tiers à plus de 60 ans, et que lorsqu'il y a des problèmes dans la commune, eh bien les centres médico-psychologiques pédagogiques sont débordés. Donc il y a quelque chose aussi, on a parlé des médecins, mais ça a été dit par le dentiste, de développer les IPA avec les médecins, mais aussi de développer les IPA psy avec qui peuvent remplacer le psychiatre dans les CMP, parce que ça va être un problème aussi pour les élus. Merci. Merci Monsieur Chassaing. Et pour finir, Claude Nougin, un mot pour en citer nos maires à repartir, ou en tout cas inciter de nouveaux à se présenter. Oui, sans aucun doute, le rôle et la mission des maires et des élus municipaux a été modifié au cours de ces années. Alors d'abord, moins de pouvoir, ça c'est clair, il n'y a plus de pouvoir économique, il y a certaines délégations qui ont été portées par l'intercommunalité, et donc ces maires ont moins de pouvoir, ils ont aussi moins de prestige. D'où d'ailleurs les incivilités qui font que c'est cette baisse du prestige qui en est à l'origine. Et puis dans leur mission, disons, de gestion municipale, les maires avaient à l'époque une mission de bâtisseur. Il fallait restructurer leur commune avec des beaux projets, parfois même un peu trop onéreux, donc pas en Corrèze, parce qu'en Corrèze on a le sens des économies. Mais ailleurs, on l'a vu. Et puis, de maires bâtisseurs, ils sont devenus des maires gestionnaires, avec la raréfaction de l'argent, de la baisse de la DGF, etc. Ils ont appris à gérer, d'ailleurs, ils se sont très bien débrouillés, et adaptés même. Et puis maintenant, on arrive vers des maires protecteurs, parce que ce que veulent les électeurs, les concitoyens, surtout dans nos communes rurales, et c'est pour ça qu'ils sont attachés à leur petite commune rurale, en particulier en Corrèze, c'est parce qu'ils ont besoin de ce maire protecteur. Et donc, ce qu'il faut surtout, comme disait Madame la députée, il fallait que... C'est vrai que les gens aiment leur maire, mais il faut surtout que ceux qui veulent se présenter comme maire, ou même ceux qui veulent faire de la politique en général, il faut qu'ils aiment les gens. Merci, monsieur le sénateur. On retiendra donc, je vois, 16h04, donc la passion, l'engagement citoyen, la confiance, la proximité, la résilience, la résistance également, l'un des plus beaux mandats, et enfin le maire bâtisseur, maire protecteur. Ça fait autant de bonnes raisons finalement d'envisager, on va l'espérer avec sérénité, l'horizon 2026. On a fait une partie du tour de la question sur ce mandat en mutation. Un grand merci en tout cas à tous les 7 pour ce temps de parole libre. Merci aussi au public pour sa participation active. Donc merci Christophe Petit, Vincent Berton, Pascal Coste, Daniel Chassaing, Claude Nougin, Frédéric Meunier, François Hollande, et également les services de l'État qui étaient présents aujourd'hui, Roland Cabanel, David Brézel, colonel Julien Gossement. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci encore.